Sébastien, c'est un grand plaisir de t'accueillir ici à Radio Radio pour parler de ce superbe bouquin qui vient de paraître donc aux éditions Artus. Alors je vais rappeler quand même à nos auditeurs que c'est pas ton premier livre, puisque tu avais déjà coécrit un livre avec Maxime Lachaud, qu'on avait reçu l'année dernière à la même période pour son superbe bouquin sur les rednecks au cinéma, qui était sorti chez Rouge Profond. Donc ça s'appelait Reflet dans un œil mort. Vous faites aussi de la radio ensemble avec Maxime Lachaud, puisqu'on peut vous écouter sur Toulouse à Canal Sud, dans l'émission Douche froide. Alors qu'est-ce qui t'a poussé pendant 5 ans à travailler sur ce réalisateur qui a un nombre de films absolument incalculable? Alors, c'était un processus assez long, mais qui avait sa logique, puisqu'en fait, donc, on avait travaillé pendant 3 ans avec Maxime, de 2007 à 2010, sur le livre Reflet dans un œil mort, qu'on avait coécrit ensemble, mais qui avait quand même nécessité 3 ans de travail. On avait fait des déplacements en Italie pour rencontrer les réalisateurs, etc. Ça avait été un travail de recherche assez poussé. Et une fois le livre sorti, j'avais l'impression que malgré tout ce travail qu'on avait fourni, on n'avait pas totalement épuisé le sujet. C'est-à-dire qu'il y avait... Max était parti dans son livre sur les rednecks, et moi j'avais encore envie de rester dans l'univers du Mondo. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie d'explorer d'autres facettes de cet univers-là. Et je commençais à réfléchir à certaines choses, et je me suis posé la question, quel est le réalisateur qui est le plus connoté Mondo? C'est-à-dire quel est le réalisateur Mondo par excellence. Alors évidemment, le premier nom qui venait, c'était Ruggiero Deodato, le réalisateur de Cannibal Holocaust, mais qui est déjà totalement épuisé en termes sur ce qu'on a écrit sur lui, le nombre d'interviews, etc. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que Cannibal Holocaust, c'est le film sur lequel on a écrit le plus de pages internet au monde. C'est-à-dire qu'on parle plus de Cannibal Holocaust que de Fritz Lang ou de Stanley Kubrick aujourd'hui. Ce qui est presque inquiétant, d'ailleurs, quand on y réfléchit. Et comme Ruggiero Deodato est pour moi totalement... Enfin, il est épuisé lui-même, d'ailleurs, n'en peut plus de se faire interviewer sur Cannibal Holocaust. Et évidemment, qu'est-ce qui est venu ensuite? C'était Joe D'Amato, évidemment. Joe D'Amato n'est pas son vrai nom, bien sûr, puisqu'il s'agit de son vrai nom, Aristide Massacesi, est un cinéaste italien, donc mort en 1999, et qui a laissé derrière lui une filmographie totalement hors norme, puisqu'il est responsable de plus de 200 films en tant que réalisateur, mais si on cumule tout ce qu'il a fait en tant que chef opérateur, producteur, assistant caméraman, etc., on a une filmographie qui approche les 400 entrées. Donc, j'ai essayé déjà dans un premier temps d'établir une filmographie exhaustive de D'Amato en recoupant tous les documents existants, et papier, internet, etc. Et c'est un travail qui m'a pris des mois et qui fait au résultat quelque chose comme 40 pages dans le bouquin. Ça tient une... En fait, la filmographie, ça a été le travail le plus compliqué, quoi, d'établir exactement le nombre de films auxquels Joe D'Amato a fait et auxquels il a travaillé, quoi. Il fallait établir la liste, et puis il fallait les voir. Ça c'était quelque chose aussi qui n'était pas évident. Mais pour revenir à la question de départ, c'est vrai que l'aspect Mondo de D'Amato a été la première chose le premier rail qui m'a amené à m'intéresser et à faire des recherches sur lui. Et c'est le même processus qui m'a amené aussi à écrire Camera Obscura, qui est un bouquin de fiction, mais qui est totalement sous influence du cinéma Mondo. C'est-à-dire que c'est vraiment le Joe D'Amato et le Camera, c'est vraiment 2 livres un peu jumeaux que j'ai écrits en même temps, et sur une période de 5 ans pour le D'Amato et de 2 ans pour le Camera, mais qui sont totalement, pour moi, indissociables, parce qu'ils sont partis de la même racine. La même racine, c'était le cinéma Mondo, quoi. C'est un genre qui est apparu en 1962, suite à la sortie d'un film qui s'appelait Mondo Cane, qui était réalisé par Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara et Franco Prosperi, et qui avait été un gros succès de scandale à l'époque, hein, puisque c'était un documentaire d'un genre tout à fait nouveau, puisque les réalisateurs étaient partis aux 4 coins du monde, filmés dans des conditions assez luxueuses, toutes sortes de scènes exotiques, choquantes ou bizarres, et qui était monté comme une forme de zapping pour faire un long métrage de 1h30, 2 heures. Et ce film, évidemment, avait scandalisé toute la communauté cinéphile, et à cause de son aspect extrêmement violent et de l'aspect totalement
immoral et affiché par les réalisateurs. Et le genre mondo est né de ce film. Donc il y a eu des centaines de films mondos à l'époque qui ont été tournés. Et D'Amato, évidemment, a pris part à cette histoire, puisqu'il a tourné lui-même plusieurs mondos. Des mondos assez peu connus. Bon, je cite les titres italiens. Il y a eu Folie di Notte, Les Noti Porno nel Mondo 1 et 2, qui sont des films totalement obscurs et qui sont pas les meilleurs du genre, mais qui ont en tout cas, on peut dire que D'Amato, dans sa manière de faire du cinéma et dans son rapport au stock shot, dans son rapport au racolage sous toutes ses formes, tout le travail qu'il y a sur l'exotisme aussi dans ces films, qui sont toujours tournés dans des endroits totalement paradisiaques, où il fait se dérouler des pires atrocités, des scènes de cannibalisme, de viol collectif, de castration, etc. Donc, D'Amato, pour moi, était le meilleur héritier du cinéma mondo dans le fond et dans la forme. Est-ce que tu pourrais nous citer les 4 ou 5 films incontournables de Joe D'Amato qu'il faut avoir vu dans sa vie ? Ah, ben, il y a... Alors, moi, un de mes préférés, c'est son un film qui avait bien marché, mais qui n'est pas son plus connu, c'est son remake du Caligula de Tinto Brass. Vous vous rappelez du Caligula de Tinto Brass avec Malcolm McDowell, qui avait été un gros succès de scandale à l'époque. Et donc D'Amato en a fait un des meilleurs remakes italiens, puisqu'en Italie on a relancé le genre un peu avec ça. Mattei. Et Mattei. Ouais. Donc Mattei avait tourné les aventures sexuelles de Néron et Popée, et Joe D'Amato avait tourné, mesdames et messieurs, Caligula, la véritable histoire, avec David Brandon dans le rôle de Caligula, qui est pour moi un de ses meilleurs films, parce que c'est un de ses plus personnels. C'est-à-dire que c'est un film qu'il a tourné après sa période gore, hein, où on sent qu'il a voulu faire des sortes de... Il a voulu faire une sorte de compilation presque de ses meilleures séquences de ses films précédents. Et c'est un film qui est extrêmement sombre, obsessionnel, c'est un de ses films les plus macabres, où donc Caligula, l'empereur fou, va pratiquer les pires déprédations, mutilations, tortures, viols, etc. Et c'est un film extrêmement macabre, très, très sérieux, et finalement assez... presque poétique aussi par moments, puisque y a tout... Enfin, D'Amato a toujours été un peu le peintre un peu des personnalités déviantes, des psychopathes et des fous qui finalement à la fin meurent sous le poids de leur propre folie. Et c'est vrai que... Pas mal joué aussi. Oui. Je trouve qu'il est bien interprété. Voilà, donc c'est un film qui a beaucoup de qualités et peu de défauts. Et donc pour les gens qui sont pas forcément amateurs de ce type de cinéma, ou enfin qui ont pas peur en tout cas d'un certain gore extrême, ça peut être une bonne introduction. Ces films gore, évidemment aussi Blue Holocaust, Anthropophagus et Horrible, que je mets un peu dans une sorte de trilogie, puisqu'ils sont c'est les 3 films tournés à la suite et qui ont c'est plus c'est la trilogie gore de D'Amato. Voilà, c'est celle qu'il faut voir pour et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez découvrir la nuit érotique des morts vivants, par exemple, qui est une sorte de calque un peu d'Anthropophagus, une sorte de brouillon. Donc ça, c'est pour ces films gore. Et pour ces films érotiques, je conseille très chaleureusement Emmanuel en Amérique, qui est un film qu'il faut impérativement voir dans sa version non censurée, puisque c'est un film qui a inspiré Vidéodrome de David Cronenberg, pour ceux que ça intéresse, puisque c'est un des premiers films de l'histoire du cinéma, avec Snuff et The Last House on Dead End Street, à tourner de véritables... Enfin, à faire du faux snuff au cinéma. La grosse difficulté de cinéastes justement comme Ruggero Deodato, Joe D'Amato, etc., c'est que ce sont des techniciens, ce sont ce sont des techniciens, c'est-à-dire que ce sont des hommes d'action, si je puis dire, au niveau du cinéma. Il aimait ça en plus, la technique D'Amato. Il était fasciné par ça. Oui, parce que c'est encore une fois, on parle de cinéastes qui sont des types assez qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis, qui sont vraiment des types assez Joe D'Amato, des artisans, quoi. Oui, des artisans et des types dans assez les tripes, inventifs. Surtout. Comment ? Dans les tripes. Quoi. Ah oui, totalement. Et Joe D'Amato notamment donc a commencé sa carrière en fait
avec toutes sortes de petits postes assez improbables, il a même été assembleur de lettres pour les génériques. Ça, c'était assez amusant. Donc on le retrouve en tant que 15e assistant photographe sur le Carrosse d'or de Jean Renoir. Ensuite, on le retrouve sur le Mépris. Et il commence en fait sa carrière à un très jeune âge, puisqu'il va... en tant que photographe, sa passion, c'est la photographie. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été... il l'a toujours dit et répété. Il est photographe avant tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime la photographie et qui va, il va gravir les échelons jusqu'à obtenir le poste dont il rêve depuis toujours, qui est chef opérateur. Plus que réalisateur, il se considère comme un chef opérateur. C'est quelqu'un qui aime la photographie argentique et qui aime la pellicule. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Toujours fasciné par l'image, en fait. Toujours fasciné par l'image, mais pas n'importe quelle image. Ouais. Enfin, j'insiste dessus, puisque vers la fin de sa vie, à l'époque, on va l'obliger à tourner en vidéo. Ah oui. Il va y être contraint pour des raisons budgétaires. Il va être totalement abattu. C'est quelqu'un qui ne pourra pas supporter le passage à la vidéo. C'est important pour moi de le rappeler, parce que c'est quelqu'un qui aime l'argentique, qui aime la caméra, vraiment au sens de... Il aime la machine. Donc le numérique, aujourd'hui, ça l'aurait... Ah, ça l'a achevé. Ça l'a achevé. Les tournages en vidéo ont été pour lui la plus grande catastrophe, la plus grande ruine de sa carrière. Ça, il l'a toujours dit. Ça a été un vrai traumatisme, la vidéo. Et pour lui, donc, c'est quelqu'un qui aime la caméra en tant que machine. Il aime le cinéma en tant qu'outil photographique. Et le reste, à la limite, on sent que pour lui, c'est secondaire. Même le film fini, en tant qu'objet monté, tout ça, c'est quelque chose qui l'intéresse pas plus que ça. Il fait partie de ces cinéastes pour qui l'important est de tourner par tous les moyens et de toutes les façons possibles et imaginables. Le film fini n'est qu'une incidence. Il se rapproche de Franco, quoi, à ce niveau-là, quoi. Totalement. Mais Franco et D'Amato sont deux cinéastes qui sont très très proches, qu'on peut vraiment associer sur un tas d'aspects. Et D'Amato donc va continuer sa carrière en tant que chef opérateur. Il va pratiquer tous les genres, c'est-à-dire qu'il va faire du western, il va faire du polar, il va faire de la comédie. Tout ce qu'on lui propose, il l'accepte. Et il va travailler avec des cinéastes comme Michele Lupo, Alberto De Martino, et surtout un cinéaste qui est considéré comme un des pires réalisateurs de western italiens, qui est Demofilo Fidani. Si ton bras gauche te gêne, coupe-le. Si ton bras gauche te gêne, coupe-le. Macho Callaghan se déchaîne. Qu'est-ce qu'il avait fait comme d'autres titres? Oui, il en a fait. Django contre Sartana. Django contre Sartana, le redoutable, avec toujours des titres assez ronflants. Tourné dans les carrières à côté de Rome. Oui. Et on voyait des traces de pneus des fois. On voit les traces de camions, effectivement. Des traces de pneus de camions dans le fond du décor. Demofilo Fidani, qui avait une double carrière aussi en tant qu'ésotériste. Il était astrologue, je crois. D'accord. Et qui était considéré comme un des pires réalisateurs de western italien. Et c'est quelqu'un qui aura une très grande importance dans la carrière de D'Amato, puisque comme Fidani est quelqu'un qui tourne sans scénario, sans découpage, presque sans rien, va donner carte blanche à Joe D'Amato en tant que chef opérateur. C'est-à-dire qu'il va avoir une liberté artistique totale. Et c'est à ce moment-là que D'Amato va avoir une idée qui va même avoir une certaine importance, même au niveau de sa famille, j'en parlerai plus tard, c'est qu'il va être un des premiers inventeurs d'un des premiers prototypes de Steadicam. C'est-à-dire qu'il va fabriquer une sorte de harnais pour tourner plus vite, c'est-à-dire qu'il va s'apercevoir que tourner caméra au point, on tourne plus vite qu'avec un pied, donc il va mettre au point un système de harnais qui va lui permettre de tourner caméra au point en stabilisant l'image. Et il va... donc utiliser cette technique qui est très artisanale. Au début, il explique que c'était pas au point, des fois ça se mettait à rebondir contre lui quand il se mettait à courir, etc. Et il va perfectionner ce système qui va lui permettre de tourner des plans de manière de manière sur le vif, de manière presque documentaire, et il va développer un style à partir de ça, c'est-à-dire qu'il va développer une sorte de filmage comme ça sur le vif, en direct, dont, encore une fois, dont Deodato plus tard va reprendre un peu le principe, hein, mais il faut rappeler, là aussi je fais un bond dans le temps, mais pour bien montrer qu'il y a un lien, c'est qu'aujourd'hui le fils de Joe D'Amato, Daniele Massachesi, est un chef opérateur Steadicam, très connu à Hollywood, puisque je crois que c'est un des techniciens les mieux payés de la profession. Il travaille sur des films comme Prince of Persia, Prometheus ou Kingdom of Heaven. Il travaille beaucoup avec Ridley Scott. Et alors évidemment, Merci, papa. Quand on sait que c'est le fils de D'Amato,
et qu'il a fait ses armes en partie sur les films érotiques de son père, c'est très révélateur. Alors quand tu parles de la Steadicam avec harnais, c'est-à-dire c'est la caméra qui est plantée devant soi. Oui. C'est un procédé qui va être utilisé après par le chef-op de John Alton de Kubrick dans les scènes de labyrinthe de Shining. Tout à fait. Alors évidemment, le terme de Steadicam est arrivé plus tard. C'est-à-dire que là, ce que fabrique D'Amato, c'est vraiment un harnais. Oui. C'est vraiment de l'artisanat, c'est un truc qu'il a sûrement soudé, bricolé lui-même. Et la Steadicam, c'est-à-dire qu'il va fonctionner avec vraiment des roulements à billes très sophistiqués. Là, c'est quelque chose qui viendra évidemment plus tard. Mais je pense qu'on pas que c'était le père de ça. Ouais. Mais on peut attribuer à D'Amato. En tu tout connais cas, le premier film sur lequel il a utilisé ce système-là ? Il y a des plans qu'on voit, par exemple, dans un film comme Étranger fait ton signe de croix. D'accord. D'Emofilo Fidani. Tarzan aussi, non ? Il y a Tarzan, oui, peut-être. Non, il a pas. Non, parce qu'en fait, D'Amato n'a pas travaillé sur Tarzan. Il a travaillé essentiellement sur les westerns. Et en fait, on voit, par exemple, dans tous ces films-là, Étranger fait ton signe de croix. C'est celui-là qui m'a le plus marqué par rapport à ça, puisqu'on voit en fait, c'est un film avec un scénario absurde, et en fait, D'Amato pour filmer, enfin pour dynamiser, je dirais, l'action, va trouver un système qui va réutiliser dans plusieurs autres films, c'est-à-dire qu'il va faire des zooms, des travelling arrière vraiment abrupts, où il va partir par exemple d'un petit détail, une paire de lunettes, il va faire un élargissement comme ça très très abrupt. Il se passe rien, et bon, la paire de lunettes, elle sert à rien, mais bon, ça donne l'impression qu'il passe un truc, quoi, dans le film. Ouais. Et D'Amato va réutiliser ce truc-là, il va partir d'un petit détail qui sert à rien, il va faire un zoom, ou un travelling arrière comme ça, très, très abrupt, et pour faire style, il se passe un truc, quoi. Et ça, oui, je pense que c'est un peu le cinéma de Finani est beaucoup basé là-dessus. Comme il se passe rien dans l'image, il faut que la caméra bouge pour qu'on ait l'impression que... Ouais, Fidani a de la chance d'avoir un type comme ça à ses côtés, quoi. Tout à fait. Ça, c'est clair. Tout à fait. Et c'est vrai que par contre, à côté, il fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, on voit ce qui est assez triste dans les films de Fidani, c'est quand il y a quelques figurants, on voit qu'ils regardent comme ça dans tous les sens, genre où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Ils sont dirigés par personne, ils savent même pas dans quel sens il faut bouger, mais c'est pas grave. Et donc on sent que D'Amato, au milieu de ça, quelque part, il fait son cinéma. Il commence à mettre en place des systèmes qu'il va réutiliser dans ses propres films en tant que réalisateur. Le cinéma de D'Amato a cette particularité, c'est que c'est un cinéma qui est conçu très souvent comme des collages de séquences, plus que comme des longs métrages cohérents basés sur des scénarios. Les scénarios de D'Amato, on comprend que dalle. C'est pas du tout c'est pas du tout la priorité de ce cinéaste-là, qui tourne des films, qui shoot des plans au kilomètre et qui les colle les uns aux autres jusqu'à atteindre la durée d'un long métrage. C'est-à-dire qu'il y a des films qu'il a tournés qui sont entièrement basés sur de la pellicule tournée par d'autres. Ça, on l'a su notamment avec son piratage du cinéma de Jess Franco avec Juliette 69, qui est un film dont il n'a pas tourné un seul plan et qu'il a totalement... dont tous les plans sont des plans de récup. Il y a aussi des péplums qu'il a tournés, notamment un film comme Livia, Una Virginia Pierline Perrault, qui est un film dont... sur 1h30 de métrage et 1h10 de stock shot, de plans récupérés dans d'autres péplums. Et donc, il y avait quelque chose de fascinant dans le cinéma tel que le conçoit D'Amato, c'est que c'est une sorte de collage permanent. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout, comme beaucoup de cinéastes italiens de cette époque d'ailleurs, c'est quelqu'un qui se préoccupe assez peu de scénario, c'est pas du tout sa préoccupation. Il est plus préoccupé par l'idée de tourner vite et de coller, d'accumuler des séquences. Donc c'est ça qui m'intéressait, cette connexion très très forte avec le cinéma mondo. Et après, plus aussi, c'est vrai, des thèmes plus personnels qu'on retrouve chez lui, comme tout le travail sur le voyeurisme qu'il fait en permanence, et notamment qui se voit beaucoup dans ses films érotiques, et qui m'intéressait beaucoup. J'avais envie justement de porter un regard un peu plus théorique sur un cinéaste auquel on ne pense pas d'habitude pour faire de la théorie sur le cinéma. C'est pas ça aussi, avec Maxime, quand on écrivait le Reflet dans un œil mort. Je pense que ce qu'on avait essayé de faire à l'époque, ce qui nous intéressait, c'était de développer un regard analytique sur un genre cinématographique qu'on n'analyse pas d'habitude. On n'a pas l'habitude d'essayer d'appliquer des
des outils un peu théoriques sur ce type de genre-là, sur le cinéma d'exploitation, alors qu'il y a justement beaucoup de choses à en dire, paradoxalement, même si c'est un cinéma qui a priori était destiné à un public peu sophistiqué, avec des réalisateurs qui se préoccupaient très peu de théorie cinématographique, mais n'empêche qu'au résultat, 30 ou 40 ans après, on s'aperçoit que c'est un cinéma qui a anticipé énormément de formes actuelles, et Joe D'Amato en particulier, on s'aperçoit en 2015 qu'il a totalement préfiguré des formes comme le found footage actuellement, il a créé de manière assez intuitive, un peu archaïque, des formes de cinéma qu'on retrouve aujourd'hui, et bon, aujourd'hui le found footage, qui désigne tous les films d'horreur tournés caméra au point et qu'on nous fait passer pour des documents vidéo retrouvés, etc. On s'aperçoit que Joe D'Amato a d'une certaine manière anticipé cette démarche-là. D'Amato, c'est une sorte de défi quand on essaie de parler de lui ou d'analyser son cinéma, parce qu'en fait, il y a une méthode d'Amato qui n'appartient vraiment qu'à lui, ou peut-être à d'autres personnes. C'est comme, en général, quand on étudie un cinéaste normal, j'allais dire, un auteur, ou même... on aura tendance à utiliser toujours le même principe, c'est-à-dire on va dire, bon, ce réalisateur a dans son corpus une poignée de films, 2-3 chefs-d'œuvre. Voilà, par exemple, on va dire que... admettons, on va parler de Kubrick en disant il a fait 2000 ans Odyssée de l'espace, Barry Lyndon et Eyes Wide Shut. On va dire que c'est ses 3 meilleurs films. Et on va, à partir de ces chefs-d'œuvre, faire une sorte de hiérarchie en disant ça, c'est son film personnel, ça l'est moins, etc. Et c'est une méthode qu'on va appliquer sur tous les cinéastes, quels qu'ils soient. D'Amato, c'est totalement différent, parce qu'en fait, D'Amato n'a pas fait des chefs-d'œuvre en opposition à des films mineurs. C'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, D'Amato a tourné des films, très souvent au kilomètre, et parfois même sans qu'on arrive à faire la chronologie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films où on ne peut que spéculer sur il a tourné ce film-là l'un après l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des films où on ne sait même pas en quelles années précises ils ont été tournés et sortis. Et donc déjà, il y a un défi par rapport à la temporalité de ces films. J'ai essayé de les classer de la manière la plus claire que j'ai pu trouver. Mais en toute sincérité, je ne suis même pas certain que la chronologie que inconsciemment j'ai adoptée soit vraiment la bonne. Et la filmographie que j'ai établie, encore une fois, qui est le fruit de recoupement par rapport à toutes les sources existantes, je ne suis même pas certain qu'elle corresponde à la chronologie authentique. Il n'y a pas d'authenticité à chercher là-dedans. Ce qui est déjà très problématique quand on analyse le cinéma. C'est très compliqué quand on ne sait pas quel film a été tourné après l'autre. Et du coup, en fait, on s'aperçoit, quand on regarde ces films de manière anarchique, en essayant de reconstituer le fil, c'est qu'on se retrouve dans une drôle de situation, c'est qu'on va chercher dans tous les films qu'on regarde la séquence D'Amato. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très souvent... dans les films, même les films les plus pourris de D'Amato, et il en a fait des pourris, une séquence qui va être totalement révélatrice de ce qu'est selon moi son style. C'est-à-dire qu'il va avoir... j'ai insisté par exemple sur l'affiliation de D'Amato par rapport au cinéma mondo. On va avoir, dans beaucoup de ces films qui ne sont pas des mondos, on va avoir une séquence mondo, où il va y avoir un stock shot ou une séquence documentaire à l'intérieur d'un film de fiction, où il va y avoir et ça va être la séquence mondo, ou la séquence où on va retrouver le style de D'Amato dans un film où il n'y en a pas du tout. C'est quelque chose de très spécifique en fait, puisque du coup on va pas tellement essayer de trouver le chef-d'œuvre entier. C'est pas le film entier qui va être de A jusqu'à Z le film totalement damatien, si je puis dire, mais c'est une séquence qu'on va isoler. Et une fois qu'on a trouvé ces séquences, on va s'apercevoir que, bout à bout, on a une œuvre. C'est-à-dire que c'est la particularité de D'Amato, c'est que l'œuvre, je cite un truc un peu universitaire, hein, c'est qu'il pense le fragment contre le tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'œuvre de D'Amato, c'est pas tellement sa filmographie, c'est des séquences à l'intérieur de cette filmographie. Et comme évidemment, le gigantisme de ce qu'il a tourné fait que, encore une fois, c'est pareil.
si on isole des fragments, sur une filmographie de 200 films, ça fait beaucoup de fragments. Et ce qui me permet justement aussi de rebondir sur sa dernière partie de carrière où il n'a fait que des pornos hard, qui sont totalement, pour le coup, totalement anonymes, et où il n'a plus, je dirais, même de liberté d'expression ou d'action. Et en fait, ces films-là, du coup, forment une case à part, puisque là, pour le coup, c'est du cinéma totalement anonyme. On ne retrouve plus le D'Amato qu'on connaissait. Le Mondo, par définition, comme on était dans le documentaire Choc, où il fallait trouver à chaque fois aux quatre coins du monde tout ce qui pouvait heurter les spectateurs, etc. C'était un cinéma qui, comme le cinéma gore d'ailleurs à la même époque, était dans une logique de surenchère. C'est-à-dire qu'il fallait, à chaque nouveau film, quelque part briser un nouveau tabou. Il fallait à chaque fois qu'il y ait une sorte de surenchère dans l'ultra-violence, dans quelque chose comme ça. Et évidemment, il y a eu un moment donné, et c'était très précis, c'était en 1977 avec Face à la mort et quelques... Enfin, faut rappeler cette époque, on était vers la fin des années 70, on a eu des films comme Face à la mort, des films comme Cannibal Holocaust, Blue Holocaust et Anthropophagus, qui étaient, en leur temps, ont été considérés comme d'authentiques snuffs. Des films aussi comme Emmanuel et les derniers cannibales, mais surtout Emmanuel en Amérique, là aussi on avait des séquences qui étaient qu'on pouvait là encore une fois aussi rapprocher du snuff movie, et faut rappeler aussi qu'à la même époque on a eu la fameuse affaire des vidéos nasties en Angleterre. Les vidéos nasties, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, ça a été le mouvement d'interdiction totale de certains films d'horreur enfin, c'était une liste de 70 films qui étaient totalement interdits sur le territoire anglo-saxon par la censure anglaise. Je crois que c'était Mary Whitehouse, la députée, qui avait fait interdire ces films. Et donc, évidemment... je dirais, pour répondre à ta question, il a fallu effectivement que certains cinéastes comme Joe D'Amato ou Deodato ou les réalisateurs de Mondo de cette époque-là franchissent les tabous de manière tellement brutale et totale qu'on sortait du spectacle cinématographique, ça devenait autre chose, ça devenait des objets totalement subversifs. Et vous remarquerez d'ailleurs que ces films-là, on en parlait, c'est-à-dire que certains étaient exploités en salle, mais la plupart ne sortaient qu'en cassette. C'est-à-dire qu'on était en train de créer une nouvelle forme, je dirais, de spectacle morbide, je dirais, au niveau du cinéma, mais surtout de la vidéo. On peut dire que D'Amato, là encore une fois, j'insistais sur le fait qu'il avait anticipé le found footage, mais on peut dire aussi qu'il a... on peut dire qu'il a été vraiment au plus loin de ce qu'il pouvait faire à cette époque. Oui, c'est la performance. Moi, je verrais plutôt quelque chose comme ça. Serena Grandi qui se fait enlever le bébé dans le ventre, c'est la scène, c'est la perf d'Anthropophagus. Oui. La scène du four dans Horrible, qui est très longue d'ailleurs. Hein. Oui. Elle est interminable. C'est pareil, c'est la perf du film, quoi. Voilà, c'est la perf du film, et c'est le genre de séquence où on voit très très bien à quoi il a pensé. Il s'est dit, je vais faire le truc le plus choquant, le plus extrême, le plus brutal qu'on ait jamais fait, tout ça. Et avec toujours cette idée, c'est que après ce film-là, on pourra pas aller plus loin. Et on voit que à la même époque, Deodato avec Cannibal Holocaust, même encore aujourd'hui, qui est considéré comme le film le plus choquant de l'histoire du cinéma, a placé une barre dans la violence qui est probablement indépassable. Et on sent que D'Amato, dans une certaine mesure, même si Anthropophagus n'a pas été aussi choquant qu'a pu l'être Cannibal Holocaust, mais on sent qu'il poursuit la même logique. Il a le même système. Et évidemment, cette volonté de surenchère doit s'arrêter à un moment donné, puisqu'on ne peut pas aller plus loin. D'Amato n'a jamais été plus loin dans la violence qu'à cette époque. Et il n'a jamais pu retrouver ce niveau-là après. Il a fait, pour moi, un de ses films les plus réussis, c'est Caligula, la véritable histoire, où on retrouve là aussi cette volonté de choquer par tous les moyens. Voilà, avec où là on retrouve l'influence de Tinto Brass, mais après il va faire de l'érotisme soft, il va faire des films d'exploitation, enfin des copies de Conan et de Mad Max, où le niveau de violence est bien moindre, et après il va faire de l'érotisme soft, de plus en plus soft. Et après, il va basculer dans le porno hard, mais là, il n'aura plus rien à dire en termes de... Oui, c'est de l'alimentaire. C'est de l'alimentaire. Ouais. Et on peut dire que quand on arrive à ces films gore et avec ces...
on peut dire que il va faire 2-3 tentatives beaucoup plus tard avec Frankenstein 2000, Ritorno della Morte, mais ça va être très très mitigé. Il arrivera, et lui-même d'ailleurs l'avouera et dira qu'il a plus les moyens de faire le cinéma qu'il aurait voulu faire. Donc on sent que lui-même il est parfaitement conscient du fait que ce qu'il a fait de mieux, ce qu'il a fait de plus perso, ce qu'il a fait de plus intéressant, c'était il y a déjà des années et qu'il a épuisé quelque part son fonds de commerce, on va dire. Son fonds de commerce, oui, voilà. Il faut le voir un peu comme ça aussi, un peu comme quelqu'un de mercantile, parce que malgré tout, tu parlais du cynisme d'aujourd'hui à travers le found footage ou tous les enfants, on va dire comme ça, illégitimes ou légitimes, je sais pas, mais qui seraient plus du tout dans cette volonté, enfin, qui seraient plus dans ce côté choquant ou transgressif. On peut voir ça comme ça, c'est-à-dire qu'on peut dire que D'Amato est un cynique et beaucoup de gens l'ont fait, c'est-à-dire qu'il y a, y compris même beaucoup de certains acteurs, par exemple, n'ont pas forcément gardé de bons souvenirs de ces tournages. D'autres aussi. On a un peu les deux sons de cloche. Il y en a qui disaient tourner avec D'Amato, c'était super, on s'éclatait, on faisait la fête, c'était génial. Et d'autres qui étaient beaucoup plus pointilleux en disant oui, mais quand même, il nous a fait tourner dans des pornos à notre insu. On savait pas. C'est Richard Harrison. C'est Richard Harrison qui dit ça, qui s'est retrouvé effectivement avec des films où il y avait effectivement des stock shots pornographiques. Qui était voilà. Donc on a un peu ces deux sons de cloche, mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il y a je dirais il y a malgré tout, moi je persiste à penser qu'il y a un vrai amour du cinéma dans ce que fait D'Amato. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en tout cas ce qui moi par exemple me marque très clairement l'artisanat de D'Amato par rapport au cynisme contemporain, c'est qu'il n'y a pas de second degré par exemple dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a quand on voit par exemple c'est sous Conan, la série des Hathor par exemple, ou les sous Mad Max avec le Gladiateur du futur 2020 Texas Gladiators, on n'est pas dans la culture on n'est pas dans la culture nanar telle qu'on la conçoit aujourd'hui, où on tourne aujourd'hui des films tournés directement en vidéo dans le but d'être vraiment perçus comme des nanars parce que ça représente un marché. Là, pour le coup, on est vraiment dans un cinéma qui doit s'apprécier ou devrait s'apprécier au premier degré, malgré tout ce qu'on a pu. Et c'est ça pour moi la grosse différence. Ouais. C'était quelqu'un de sincère tout le temps dans ce qu'il faisait. J'en suis convaincu, oui, totalement. Ouais. Et puis moi, je voudrais juste aussi revenir sur son genre à lui. Et ça correspond aussi à la mort du cinéma de quartier aussi. Oui. Joe D'Amato, c'est les filles Jacques Létienne souvent qui distribuaient les Mattei, les D'Amato, les Fushi aussi. Oui. Toute cette vogue-là. Et en fait, ces films-là étaient encore visibles dans ce genre de cinéma. On n'avait pas ça dans les grands cinés de centre-ville. C'était toujours des petits cinémas, des cinémas qui étaient proches. On en a parlé tout à l'heure, des casernes, des choses comme ça. Oui, c'est ça. C'était voilà, et ça correspond un peu à cette mort de ce cinéma-là, enfin le cinéma de quartier, quoi, en fait, tout simplement. Ben oui, l'industrie a muté. Ça, c'est vrai que quand on discute avec des personnes qui ont connu des gens comme Jess Franco, comme toutes ces personnes-là, effectivement, on parle d'une époque révolue. On parle de quelque chose qui appartient à une autre époque du cinéma. Alors, la nostalgie qu'on peut avoir par rapport à ça, ou le cynisme qu'on peut y plaquer en disant oui, mais tout ça c'est du business, tout ça est indissociable.